Bonjour à tous, c'est moi Rebecca. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous allons traiter le sujet de l'inexécution contractuelle. L'inexécution contractuelle, c'est tout simplement le cas le plus fréquent rencontré soit durant les cas pratiques ou les examens. C'est tout simplement quand une partie ou les parties sont dans les capacités juridiques ou morales d'exécuter leurs obligations. Et donc, finalement, le fait qu'elles ne puissent pas correctement remplir leurs obligations réciproques, cela entraîne l'annulité du contrat et cela entraîne l'annulité du contrat. Cela entraîne la résiliation ou la résolution contractuelle et également cela entraîne le régime du coup de réparabilité, le régime de responsabilité contractuelle et avec ce qui s'appelle les restitutions. Donc on doit restituer soit l'objet, soit le prix. Donc les restitutions se font en nature ou en valeur. Et vous avez également le cas des causes d'exonération de responsabilité. Et là, normalement, il devrait y avoir une autre vidéo qui serait peut-être pas dans la première principale sur le lien de causalité avec la théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de causalité adéquate et de l'équivalence des conditions qui se trouvent du coup contractuellement pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'arrive un peu avec de la nostalgie à la fin. J'ai été un petit peu, bon, pas toujours en forme, voilà, mais après une bonne nuit de sommeil, un café, j'arrive un peu à tenir le rythme. Voilà, donc en fait, effectivement, la caractérisation de l'inexécution. L'objet de l'inexécution est donné par l'article 1217 du Code civil qui parle d'inexécution d'un engagement lorsque elle a pour objet une exécution du contrat ou plus généralement une norme du contrat. Il faut à cet égard se souvenir que le contrat obligationnel ne se limite pas aux obligations expressément stipulées par les parties, car il peut aussi contenir d'autres obligations tacites et des obligations qui découlent des usages, de l'équité ou de la loi. Jusqu'ici, ça va. Vous avez également le fait que si on n'exécute pas son obligation, la notion de bonne foi qui était donnée à la formation du contrat par l'échange des consentements est remise donc en cause. Il faut y inclure donc ces notions et vous avez des degrés d'inexécution. L'inexécution peut être totale, partielle ou alors imparfaite. L'inexécution est totale lorsque l'obligation n'a reçu aucune exécution. L'inexécution est partielle lorsque l'obligation n'a été exécutée qu'en partie. Ou encore, l'inexécution est imparfaite lorsque l'obligation n'a pas été exécutée correctement. À cela, il faudrait donc y ajouter des exemples, forcément. Donc, une exécution totale, c'est-à-dire que j'ai un contrat de vente. Le contrat me dit de livrer un lot de 20 pommes. Je ne livre aucune pomme. L'acheteur a déjà payé 10 €. Moi, je les ai déjà empochés. Et malgré cela, je décide de ne pas exécuter mon obligation de donner, de remettre la chose. Ça, c'est la première partie pour l'inexécution totale. Ensuite, l'inexécution partielle, ça serait le cas de figure où vous avez un lot de 10 pommes à livrer, mais vous en livrez seulement 5. À ce moment-là,
l'obligation de faire a été remplie partiellement, nonobstant le fait qu'on ne vous ait pas donné juste 5 euros, mais 10 euros. Voilà, donc c'est aussi assez spécifique. Donc du coup, vous avez quand même payé 10 euros, on vous a remis 5 pommes. Donc, l'inexécution, l'exécution a été remplie partiellement. Ensuite, l'exécution peut être imparfaite, c'est-à-dire que effectivement, vous avez commandé un lot de 10 pommes, on vous livre, on vous livre à la place des 10 pommes 10 poires. 10 poires, 10 bananes, 5 ananas, 5 oranges, 5 melons. Mais on vous a quand même livré l'objet sur lequel vous voulez des fruits. Donc du coup, l'objet de l'obligation principale, c'était de vous livrer un objet, un fruit consubtile. Là, vous pouvez vous dire, bon, je suis satisfait parce que de toute façon, j'ai eu quand même la livraison de la chose. J'en ai eu pour mon argent. Et si ça se trouve, effectivement, je préférais avoir des pommes ou des ananas, des poires. Et que les pommes, en gros, finalement, c'est pas grave, je me satisfais pas. Donc, vous voyez, mais dans tous les cas, le créancier a l'obligation, c'est-à-dire le créancier a l'obligation pourra dire qu'il y a une exécution du contrat de ce fait. Et le débiteur, lui, pourra dire, bon, ben, on doit quand même restituer finalement. Il peut vous faire après une restitution en nature, vous remplacez les lots de fruits par le fruit originel. Donc ça, c'est un petit peu, bon, j'ai pris cet exemple de mon propre fait. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on attend pour dire qu'il y a une inexécution, ça serait de cet ordre-là. Parallèlement, l'exécution peut aussi avoir du retard. Et là, je rappelle aux arrêts à la saga Chronopost 1996-2002 qui ont donné les arrêts Forcia 1 et Forcia 2 de ok, et donc du coup, à cet effet, l'inexécution a du retard. L'obligation a été quand même exécutée, mais pas dans les délais impartis prévus. Je vous avais dit que je devais vous livrer vos 10 pommes pour 10 euros. Je l'ai fait. Je vous ai livré vos 10 pommes pour 10 euros. Cependant, j'avais dit que je le ferais le lundi, mais je l'ai fait le vendredi. Contractuellement, les termes du contrat n'avaient pas prévu que cela se passe comme ça, donc ça reste une inexécution. Voilà. Donc là, c'est le cas vraiment basique, très simple. Là où ça aurait pu se compliquer, c'est dans le cadre des contrats spéciaux où vous avez les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, les crédits personnels, tout ce qui entraîne en fait une obligation à la dette. Et dans le retard du paiement, ça, voilà. Après, là, c'est le cas d'un contrat aussi cadre simple. Parce que vous avez des contrats qui sont beaucoup plus complexes que ça, où il faudra avoir une certaine réflexion, notamment en se penchant sur le régime général des obligations. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais dans tous les cas, il faudra que vous, débiteur de l'obligation, puissiez en apporter la preuve. Alors, toute personne qui se sente démunie d'une obligation doivent en apporter la charge contraire. Et l'article 1353 l'a fait peser sur le créancier en ce qui concerne l'inexécution contractuelle. À lui de démontrer que sa créance existait, donc était certaine dans son montant et qu'elle était exigible. Cette preuve est libre et elle peut se rapporter par tout moyen. Bref. Ensuite, l'objet de la preuve pour l'objet de la preuve, c'est cette fois-ci au débiteur sur lequel elle repose, selon la nature de l'obligation.
Et la jurisprudence donc utilise souvent la distinction entre obligation de moyens et de résultats à cet effet pour en faire du coup cette fameuse distinction. Parce que le simple fait que le résultat promis n'a pas été atteint suffit en principe à caractériser cette inexécution. Voilà. Nonobstant les circonstances d'aléa ou de la force majeure, c'est-à-dire l'élément imprévisible qui est irrésistible, qui aurait fait que vous ayez du retard, que vous vous serez trompé sur le lot de la marchandise, que vous vous serez trompé de prix, etc., qui ne dépendait pas de votre propre volonté. Voilà, donc effectivement, cette inexécution entraîne donc des sanctions. L'article 1217 du Code civil énumère les différentes sanctions qui sont donc afférentes à l'inexécution du créancier. Vous avez l'exception d'inexécution et l'exécution forcée en nature, puis la réduction du prix, la résolution du contrat et enfin la fameuse responsabilité contractuelle. Il y a des fois, il y a des cas où ça peut se cumuler, mais bon. Donc, premièrement, l'exception d'inexécution. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un terme qu'on peut comprendre facilement. Ça veut dire tout simplement que j'aurais dû exécuter mon obligation, mais je ne l'ai pas fait, et malgré cela, je ne serai pas sanctionnée. Ok, bon. Et par définition, l'exception d'une exécution est donc une mesure comminatoire et conservatoire, qui consiste donc, pour une partie, à suspendre l'exécution de son obligation jusqu'à ce que l'autre exécute la sienne. Je cite d'abord l'article 1219 et après je vous donne des exemples. Effectivement, l'article 1219 du Code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, donc à un terme. Si, donc la condition sine qua non, l'autre n'exécute pas la sienne, la contrepartie n'a pas été remplie. À ce moment-là, si cette exécution est suffisamment grave, alors on peut invoquer l'exception d'inexécution. L'exemple qu'on attend, c'est lorsque, par exemple, on va reprendre le lot des 10 pommes, je sais au terme exigible, c'est-à-dire 1219, je sais qu'on va me livrer lundi mes 10 pommes, mais par prudence, je vais attendre et je vais payer uniquement 5 euros. Et à la livraison, je vais reverser les 5 euros. Comme ça, on aura les 10 euros. Mais je vais les livrer à la livraison. C'est comme quand vous donnez un acompte. Ou vous donnez effectivement un pourcentage avant que la prestation soit totalement réalisée. À ce moment-là, on peut se dire que finalement, vous avez avancé la moitié, mais que vous attendiez que l'autre partie, elle aussi, s'exécute dans son obligation. Et c'est peut-être parfois mieux, comme ça. Comme ça, on est bien sûr. Voilà. Voilà. La proportionnalité entre l'inexécution initiale et l'exécution de mise en œuvre. Non. Ok, donc là, c'est un exemple.
À côté de l'exception d'inexécution, vous avez également l'exécution forcée en nature. L'exécution forcée en nature, c'est lorsque la victime a le choix. Donc, je dis la victime. Il faut se mettre à la place le créancier ou le débiteur. Choisir c'est qui me doit. Le créancier. Le créancier a le choix sous certaines conditions entre forcer le débiteur à exécuter son obligation en nature ou alors à faire exécuter l'obligation par un tiers aux frais du débiteur. Dans l'exception d'inexécution, vous avez le caractère de temporalité. Ça veut dire que la compte que vous avez versée, de toute façon, c'est temporaire. Ce n'est pas encore définitif. Ok? Par contre, là, quand c'est une exécution forcée, en général, on peut le faire de façon instantanée. Ok? Et l'article 1221 du Code civil précise donc ces conditions en disant que le créancier, par contre, doit préalablement mettre en demeure le débiteur pour pouvoir poursuivre l'exécution en nature. En nature, c'est une chose de genre. Ok, une chose de genre. Un bien consomptible, ça veut dire un bien qu'on peut consommer et qui perdra de sa valeur à son premier usage. Ensuite, si cette exécution est impossible, on va dire il y a un aléa, une force majeure, quelque chose. Si cette exécution est impossible, pas forcément une manœuvre frauduleuse, ou s'il existe une disproportionnalité manifeste entre le coût, son coût pour le débiteur de bonne foi, ça veut dire la personne qui est solvable, et un intérêt pour le créancier. L'exécution va se faire par la force des choses par le débiteur. En d'autres termes, il y a des fois où, de façon contractuelle, on n'acceptera pas d'acompte. On va demander de payer au comptant. Si vous voyez, si on reprend synthétiquement l'exemple que j'avais donné. Voilà. Parce qu'on peut estimer que finalement, là, il parle de coûts disproportionnés. Donc, c'est le cas où ils se disent, bon, écoutez, ça reste juste des pommes, hein, donc la compte, voilà, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence. Et en fait, dans la disproportionnalité des choses, c'est vrai qu'il faut regarder le caractère et la valeur de la chose à transmettre. Ici, la balance entre coût et rentabilité, parfois, elle n'est pas inspirée comme on le voudrait. Je prends un exemple. Là, j'ai mis à 10 euros. Mais supposons que contractuellement, c'était prévu une livraison de 10 pommes, effectivement, pour 50 euros. Là, est-ce que vous aurez demandé un acompte? On ne voit pas vraiment l'intérêt. C'est comme si je vous dis, je vais acheter une paire de chaussures Louboutin qui fait 1000 euros. Et le vendeur vous dit, par contre, on va vous donner les chaussures de 1000 euros, mais vous pouvez juste verser un tout petit acompte de 15 euros dessus. L'acheteur va vous regarder, va vous dire, mais 15 euros, c'est rien sur 1000 euros. Alors à quoi ça sert de donner un acompte? Vous voyez? Donc, autant que l'exécution soit forcée en nature, dire, ok, on va soit vous payer en comptant les 1000 euros, parce que de toute façon, on est un débiteur de bonne foi, ou alors on va vous donner un acompte raisonnable. Au lieu de vous donner 15 euros uniquement, on vous versera sur les 1000 euros 700 euros. Voilà, par exemple. Donc, c'est un peu plus compréhensible à cet effet.
Toujours dans la même lancée, l'exécution peut être effectivement impossible à réaliser. Donc, il y a différents types d'inexécution impossibles à réaliser. Et ça, en général, les correcteurs des galops d'essai et des TD sont assez drastiques dessus. Impossibilité. Il y a une impossibilité matérielle, morale ou juridique. C'est tout. Et ça, en général, en cas pratique et dans les galops d'essai, vaut mieux vraiment bien les détailler. Alors, c'est pas évident, hein, parce que franchement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, etc. Mais en général, il faut vraiment le faire parce que vous n'avez pas tous les points et ça constitue la première exception d'inexécution. Donc, on va détailler ensemble hein, qu'est-ce que c'est cette fameuse inexécution matérielle. Par exemple, le débiteur s'est engagé à rénover un bien qui a péri par sa faute. Le bien n'existant plus, il est matériellement impossible de forcer son exécution en nature de l'obligation de faire. Donc matériellement, les 10 pommes que je devais vous livrer, eh ben, je vais pas dire pas de chance, hein. Mais bon, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait grave des pesticides, que du coup, elles étaient immangeables, invendables, que malgré les pesticides, il y a eu des petits rongeurs, voilà, que le lot a été vraiment altéré. Mais c'était pas forcément la faute du vendeur, hein. C'était pas forcément sa faute. Mais dans tous les cas, ça sera impossible pour lui d'exécuter son obligation, alors même qu'il voudrait vraiment. C'est-à-dire, le chauffeur est déjà dans sa voiture, il a déjà livré la cargaison, il a déjà signé, à compte ou pas, tant pis, il a déjà, voilà. Et malgré ça, il y a eu une impossibilité matérielle parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des pesticides dans les pommes. Et il a découvert par un cas fortuit. Ok? Ensuite, donc son obligation de faire ne pourra pas aboutir. Ensuite, l'impossibilité morale, c'est quand on donne en général, voilà, on considère qu'il y a une atteinte ostentatoire aux libertés individuelles en raison du caractère éminemment personnel de l'obligation. C'est-à-dire que le vendeur de pommes a fait confiance à son partenaire, à son prestataire, qui lui a dit oui, oui, ce sont vraiment des pommes bio, elles sortent de l'agriculture renouvelable, etc. Non, non, non. Et finalement, il découvre que les pommes ont été volées sur un terrain familial, propriété privée, etc. Et lui, il ne savait pas, et il est quand même sur le point où va déjà pouvoir vendre les pommes. Donc lui, il se dit, mais en fait, comment je vais faire? Donc là, moralement, on s'attend à ce que l'élément intentionnel de ne pas remplir son obligation de faire soit présent. Et donc, il y a une inexécution morale qui vient excuser le fait qu'il ne puisse pas remplir son obligation. Et c'est pour ça que c'est une exception d'exécution. Voilà, tout simplement. Ensuite, troisième et dernière condition, après l'impossibilité matérielle et morale, vous avez l'impossibilité juridique. Alors, qu'est-ce que c'est l'impossibilité juridique? C'est tout simplement lorsque, du fait de la loi ou du fait des conventions et des règlements, il y a eu un empêchement qui vous empêche finalement de pouvoir exécuter, même de façon forcée ou de nature, votre obligation principale. Là, on peut se dire, reprenons l'exemple des pommes, que vous vouliez effectivement livrer vos 10 pommes pour 10 euros, mais que le ministère de l'économie a sorti une loi la veille qui vous empêche de livrer en vous disant, ah ben non, ces pommes, elles sont d'origine hors de l'Union européenne, donc dans le cadre juridique, elles sont invendables. On veut vendre
aux consommateurs français que des pommes qui sont soit dans l'Union européenne ou soit sur le territoire français. Vos pommes, en l'occurrence, elles sortent d'un pays tiers, un pays qui ne fait pas partie à nos accords commerciaux. Donc, vous devrez revoir vos obligations et vous êtes dans l'impossibilité manifestement juridique de pouvoir euh, l'exécuter. Donc là aussi, c'est une inexécution alors même qu'on voudrait bien remplir son exécution. On vous empêche de la faire alors que vous auriez voulu et vous auriez dû la faire. Voilà, donc j'espère que ce sont des cas concrets qui vont vous pouvoir vous faire comprendre un peu plus parce qu'en général, ça, c'est très difficile à comprendre, hein, je vous le dis sincèrement. Et en plus, en général, à la fac, c'est sur un semestre, ça veut dire qu'on prend 2 mois pour apprendre ça et vous avez des exemples qui sont de la jurisprudence. L'histoire des pommes, je vous l'ai dit parce que j'ai lu beaucoup de jurisprudence. Ah bon, salut. Ensuite, à côté de cette inexécution entre les parties, vous avez l'inexécution faite par les tiers aux débiteurs. Et cette fois-ci, c'est l'article 1222 du Code civil qui le prévoit. Effectivement, là aussi, le but, tout simplement, c'est de permettre au créancier de faire exécuter l'obligation par un tiers ou de lui faire détruire ce qu'il avait fait en violation de l'obligation et d'obtenir un remboursement auprès du débiteur des sommes engagées à cette fin. Pour cela, le créancier va mettre en exergue et faire valoir une mise en demeure. Cette mise en demeure qui sera adressée au débiteur par voie de notification et de lettre d'accusé-réception pour s'exécuter. Il y aura des conditions de délai, de coût. L'exécution devrait se faire par du coup un délai raisonnable et on peut également saisir le juge pour l'affaire. En gros, en d'autres termes, cette partie, notamment avec l'avance des sommes nécessaires à l'exécution ou la destruction, la saisine du juge permet au créancier de demander au débiteur. En fait, dans cette partie-là, vous avez des conditions pour le créancier pour qu'il fasse exécuter l'obligation. Donc, au lieu, normalement, je vous ai dit, il y a la force exécutoire du contrat avec l'article 1105. Vous avez l'article 1105, 1103 et les faits relatifs avec 1999 et suivant. Ici, normalement, si les parties ne peuvent pas remplir leurs obligations, on devrait les forcer et les contraindre à le faire. Mais bon, comment en fait? Parce qu'on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais la personne ne va pas forcément le faire, hein. Franchement, il faut vraiment user de la force, de la violence, de la persuasion, voilà, c'est vraiment... Et encore, parce que même qu'on utilise ce genre de moyens, ça ne veut pas dire qu'on arriverait au résultat escompté. Donc, parfois, l'exécution peut se faire par un tiers. Donc le tiers, lui, il n'est pas partie au contrat et ça sera le débiteur qui va engager ses frais pour pouvoir, pour que le créancier soit satisfait. D'ailleurs, il y a une partie sur la satisfaction du créancier avec paiement de la dette ou sans paiement de la dette. Ça, c'est une grande partie aussi en RGO. J'ai dit que je ne faisais pas de RGO, en tout cas pas maintenant. Peut-être durant les vacances de Noël, qui sait, parce que j'en ai déjà tellement fait. Et que faudrait que je vois comment ça s'organise. Mais du coup, parfois, effectivement, vous avez la situation où le tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui a la personnalité juridique morale
va contraindre les parties à s'exécuter. En tout cas, la partie défaillante au contrat à s'exécuter. Et ça sera au débiteur qui supporte, on a dit, la contribution à la dette et la charge de la dette à devoir payer cette personne pour que l'obligation soit correctement exécutée. Voilà, dans tous les cas de figure, je vous renvoie à la lecture de l'article 1222 du Code civil et notamment sur l'avancement des sommes par le tiers à l'article 1222 alinéa 2. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez mieux compris cette notion d'inexécution des obligations dans la dernière partie relative donc à la sanction contractuelle. Merci.